Vous l'entendez? La musique. Knew the world would not be the same. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Juillet 2023. Christopher Nolan sort son film le plus risqué. Un biopic sur l'homme qui a changé le monde à jamais. Et, instantanément, c'est la polémique. Propagande américaine crie certains, glorification de l'horreur répondent les japonais. Comment oser faire un film sur celui qui a traumatisé l'humanité tout entière? En réalité, la plupart oublient un point clé. Nolan n'a pas fait un film sur la bombe. Le titre le dit clairement, Oppenheimer. Pas Trinity, pas Manhattan, pas Hiroshima, Oppenheimer. Et cette différence, elle change tout. On ne cherche pas à montrer la bombe, mais bien la psychologie tourmentée du héros, ou du anti-héros. Christopher Nolan a réussi à marquer le cinéma, sur un sujet aussi sensible que celui-ci. Alors oui, Nolan nous a donné des visuels à couper le souffle, et une mise en scène magistrale. Mais aujourd'hui, je vous propose pour une fois de ne pas regarder le film, mais plutôt de l'écouter. Parce que la vraie clé du long métrage, celle qui peut faire taire toutes les critiques, elle n'est pas dans ce que l'on voit, elle est dans ce que l'on entend. Dans une musique, dans un détail que personne n'a remarqué. Comment Nolan a-t-il réussi à résumer 3 heures de long métrage en quelques notes? Comment a-t-il prouvé qu'Oppenheimer était seul face à l'horreur qu'il avait créée? Restez avec moi, parce que après ça, vous ne pourrez plus jamais regarder ce film de la même manière. Et tout commence avec une simple question. Il y a quelques scènes iconiques dans le film. On ne peut ne pas citer le final avec l'une des meilleures performances d'acting de la part de Cillian Murphy, sans oublier l'un des build-up les plus mémorables du cinéma avec Trinity. Mais il y a également une petite séquence de quelques minutes qui a certes moins marqué les esprits, mais dont la musique par contre a marqué les oreilles. Et ce n'est pas rien de le dire, ce titre cumule plus de 140 millions de streams sur Spotify et il est le plus écouté de la soundtrack du long métrage. Et c'est là que le génie de Christopher Nolan entre en jeu. Nous venons à peine de découvrir le personnage d'Oppenheimer et contre toute attente, il est pas hyper bon en sciences. T'es fou ou doué en maths? Pas assez pour le physicien qu'il ambitionne d'être. Du moins, on est tous d'accord qu'il nous met à tout le monde une grande vitesse, mais à ce moment-là, même son professeur lui dit qu'il n'est pas prêt pour voir plus loin. Voire plus grand. C'est alors que le professeur lui pose cette question, qui lancera automatiquement la machine. L'important n'est pas d'être capable de lire la musique, mais de l'entendre. Entendez-vous la musique, Robert? Je l'entends, oui. Dès lors, le titre créé par Ludwig Göransson se lance et se prépare à marquer des centaines de millions de spectateurs à jamais. Dans ce dernier, le compositeur y glisse ce que l'on appelle un leitmotiv, et c'est la première fois qu'il fait ça dans le film. Alors concrètement, c'est quoi un leitmotiv? C'est très simple, c'est un motif, un rythme, une mélodie que l'on va retrouver dans une BO de film par exemple, afin que notre cerveau identifie un hymne à un personnage ou une idée. Et ici, il commence dès lors non seulement à associer ce thème à Oppenheimer, mais aussi à délivrer le message de Christopher Nolan. Nolan voulait passer 3 heures de film dans la tête du psychopathe ou du génie qui a créé la bombe nucléaire. Mais avant de pouvoir la créer, il faut d'abord qu'il apprenne la physique. Une physique qui va s'apprendre par le biais de l'art. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Et c'est donc ici que la plupart ont fait une erreur qui a faussé notre vision sur Oppenheimer. Au cinéma, il y a 2 types de musique. La musique extra-diégétique et la musique diégétique. Il s'agit respectivement de musique qui est d'abord seulement entendue par le spectateur, donc nous, et d'une musique qui est entendue par nous et la scène du film. Elle existe donc dans l'univers du long métrage. Les personnages du film l'entendent donc aussi. Et ici, dans cette séquence, tout nous semble présupposer que la bande-son de Göransson est extra-diégétique. Car ça m'étonnerait, et ça vous étonnerait aussi, qu'il y ait une telle musique dans les montagnes ou même dans un musée. Mais en réalité, on a tout faux. La musique qui est jouée, c'est la musique qu'Oppenheimer apprend à écouter. Une musique qui va d'ailleurs construire l'hymne de son personnage. La musique d'Oppenheimer dépasse la musique diégétique et finit par exister dans un espace métadiégétique. Elle n'est réelle que dans son esprit. Ici,
Oppenheimer a besoin d'écouter la musique pour apprendre les mathématiques. Dans les équations, on retrouve des répétitions, des rythmes, des symétries, comme dans une musique. C'est pas pour rien que son professeur lui dit clairement que... L'algèbre, voyez-vous, est une sorte de partition. L'important n'est pas d'être capable de lire la musique, mais de l'entendre. Entendez-vous la musique, Robert ? Ça, c'est la clé qui différencie n'importe quel bon physicien d'un excellent physicien. En d'autres termes, ce qu'évoque le professeur, c'est la différence entre la compréhension mécanique et la compréhension intuitive. Une compréhension mécanique peut faire de chacun de nous un bon mathématicien en appliquant des méthodes, des techniques à répétition et en résolvant des équations de manière automatique. Sauf qu'Oppenheimer doit aller plus loin. Il doit apprendre la beauté des mathématiques pour les réinventer, l'harmonie cachée derrière ces chiffres. C'est une approche assez difficile à concevoir, mais oui, les maths peuvent avoir une beauté interne qu'on ne découvre qu'en les pratiquant. En ne se contentant plus de lire la musique, mais de l'entendre, les maths deviendront intuitives pour Oppenheimer. C'est ce qui nous donna droit à l'un des thèmes les plus iconiques du cinéma. Cette musique, c'est un casse-tête sans nom qui, oui, d'une certaine manière, glorifie le créateur de la bombe nucléaire. Car ce qu'il ne faut pas oublier avant tout, et que Nolan a très bien montré dans cette séquence, c'est qu'Oppenheimer, c'est avant tout un amoureux des maths et de la physique. Le thème nous présente donc un record de 21 tempos différents en seulement 2 minutes et change de registre à plusieurs reprises. Il s'agit d'une musique qui traduit exactement l'euphorie intellectuelle du personnage, qui découvre donc de plus en plus de connaissances dans un laps de temps très restreint. Il s'agit clairement du thème d'un génie. On ressent l'émerveillement d'Oppenheimer face à ce qu'il découvre, mais aussi sa soif inextinguible des maths. Il est science avant d'être homme. Il est maths avant d'être père. Il est physique avant d'être mari. Cette musique traduit l'apothéose d'un scientifique qui marquera à jamais son monde. Voici ce qu'Oppenheimer entend. Seulement, derrière ce thème, plus que joyeux et entraînant, Ludwig a en réalité caché le plus grand malheur du personnage. Derrière ces 21 changements de tempo se cache la tragédie la plus cruelle pour un homme. Et ça, on le comprend quelques minutes plus tard. Oppenheimer devient professeur, et il essaie d'apprendre à ses élèves d'écouter la musique et non pas de la lire. C'est comme cela que Quantum Mechanics se lance durant la séquence, et là on touche la chose la plus intéressante de la bande-son du film. Dans ce titre, Ludwig Göransson reprend le thème précédent mais de manière déstructurée, et surtout beaucoup plus lente. Pourquoi ? Car comme je vous l'ai dit, Oppenheimer essaie de transmettre son savoir. Il essaie de transmettre à ses étudiants la musique qu'il a appris à écouter. Seulement, ces élèves qui essaient donc d'apprendre perçoivent qu'une partie de la musique. La musique qui se construit donc au fur et à mesure, mais qui au final ne s'achève jamais comme on l'avait écouté précédemment. Personne n'entend la musique comme Oppenheimer l'entend. En d'autres termes, personne n'a encore réalisé les découvertes d'Oppenheimer. D'ailleurs, je vous ai menti tout à l'heure. La première musique qu'on a analysée ne s'appelle pas comme ça, mais plutôt comme ça. Le titre garde la structure d'une question, mais retire le point d'interrogation, comme si la réponse était à la fois évidente et tragiquement solitaire. Oppenheimer peut entendre la musique, mais il est le seul à l'entendre. Donc, il ne réalise pas directement les conséquences de ses actes, mais les entend de plus en plus au cours du film. Et pour symboliser ça, Ludwig introduit des sirènes d'alerte pour la première fois dans Quantum Mechanics, mais de manière très discrète, et il les augmente de plus en plus durant le long métrage. Laissant supposer les catastrophes mondiales qui vont en découler. Et comme si apprendre à écouter ne suffisait pas, Christopher Nolan nous apprend à regarder. À regarder ce tableau de Picasso qui lie la beauté artistique à la beauté mathématique et qui nous laisse percevoir les visages défigurés de la bombe nucléaire. Mais il nous rappelle aussi le fameux mantra du cinéma, que toute scène sert à quelque chose. C'est pour cela qu'il nous fait ce plan que je vous montre depuis tout à l'heure, sans même que vous y prêtez la moindre attention. Oppenheimer écoute Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Dans ce ballet, une tribu choisit une jeune fille innocente. Elle est forcée de danser jusqu'à la mort pour apaiser les dieux et faire venir le printemps. Le sol doit être nourri par le sang et par un sacrifice pour que la vie puisse repartir et le temps se dérouler. L'élu sacrifié, dans notre cas, c'est Oppenheimer. Il est choisi car il est le seul à entendre la musique. Oppenheimer est le danseur de Stravinsky. Le progrès vient après la brutalité. Et d'une certaine manière, la vision de Stravinsky est que la violence et la cruauté sont parfois nécessaires
faire avancer l'humanité. Que se serait-il passé si Oppenheimer n'avait pas créé la bombe nucléaire? Le Sacre du Printemps montre comment une communauté archaïque danse pour survivre à la nature. Oppenheimer montre comment une société moderne s'auto-sacrifie pour survivre à sa propre invention. Dans les deux cas, l'homme danse jusqu'à la fin, croyant invoquer un renouveau, mais réveillant en réalité des forces qu'il ne comprend pas, et que seul Oppenheimer comprend. Alors oui, Oppenheimer n'a pas été puni pour ce qu'il a fait. Aucune prison, aucune amende, aucune sanction, mais dois-je réellement rappeler comment s'ouvre le film? Si Prométhéeus a été attaché sur un rocher, c'est pour avoir volé l'élément le plus puissant des dieux et l'avoir donné aux hommes, le feu. Et contre toute attente, il n'a pas été gravement puni, tout comme Oppenheimer. En réalité, le châtiment qui leur est réservé est bien pire et nous place la vie d'Oppenheimer comme l'une des plus grandes tragédies. Et à la fin du long métrage, Oppenheimer fixe le vide, c'est parce que non seulement il prend conscience des conséquences de ses actes, des millions de morts et de la course à l'armement qui va en découler, mais car il réalise aussi qu'il vient tout juste de tomber dans le cycle solitaire de la culpabilité, condamné à revivre à jamais la même chose, comme le laisse supposer cette continuité entre la fin et le début du film. Alors, vous l'entendez maintenant? La musique